Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le deuxième jour du tournoi de foot Viva Football U17 organisé par la chaîne de télévision Viva s'est terminé ce jour. Les matchs se sont déroulés sur deux sites, le stade Tankataka Itos et le CFFA Anduran Foot. Radraman Zatouf sur les images de Yves Janel. Les matchs des équipes des groupes E, F, G et H ont animé la deuxième journée du tournoi Viva Football organisé par la chaîne de télévision Viva. Selon le déroulement des rencontres, le niveau technique des équipes s'est révélé assez homogène. Ce fut également l'occasion de distinguer les équipes qui se qualifieront pour le tour suivant. Les organisateurs ont également rappelé à chaque équipe l'importance que chaque joueur occupe sa place et assume ses responsabilités au sein du groupe. Cela concerne autant les joueurs que les entraîneurs et les responsables de chaque club. Et parlons toujours de foot, coup d'envoi ce jour du tournoi de foot National Youth Spantana Tournament pour les catégories U11, U13 et U15 organisé par Spantana. Une compétition dédiée à la préparation des jeunes talents en formation au sein de la Spantana Academy. Le tournoi se déroule sur 3 jours et réunit des clubs venus des régions ainsi que d'Analamang. Andenen Martina Nzarajiansu. Son nom l'indique, le National Youth Spantana Tournament rassemble des équipes venues de tout Madagascar. Les jeunes s'affrontent dans les catégories U11, U13 et U15. La compétition s'étale sur 3 jours. Elle a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à vendredi. L'objectif est de détecter et de former dès à présent les futurs talents du foot malagasy. Ce tournoi sert également de vivier de recrutement pour la Spantana Academy qui sélectionnera les jeunes joueurs les plus prometteurs. Au-delà de la compétition, ce type d'événement contribue aussi à l'encadrement des enfants et des jeunes, leur permettant d'évaluer leur niveau et de progresser dans l'univers du foot. Dans les actualités également, le terrain de plus de 29 hectares situé à Antananjan, commune d'Akatkel-Ilaf, a été restitué aux héritiers des véritables propriétaires. Ces derniers l'ont annoncé publiquement ce jour. Il a fallu exactement 26 ans de litiges et de conflits pour que les héritiers récupèrent ce terrain. Selon les explications de leur avocat, le PIL publié en 2012 a été utilisé, permettant ainsi la restitution immédiate du terrain aux héritiers. Toujours un reportage de Andenen Martina et de Nzar Ranjiansu. 3 ans après la publication de ce PIL, il a été officiellement reconnu que le terrain appartient aux héritiers. Cette restitution du terrain représente une victoire pour les héritiers. Ils ont dû se battre pendant 26 ans pour faire valoir leurs droits. C'est avec une grande joie que les héritiers ont accueilli cette victoire. Ils ont ainsi organisé une cérémonie de prière aujourd'hui sur ce terrain à Antananjan. Un homme prestataire de la Jirama a été gravement brûlé alors qu'il se trouvait en haut d'un poteau électrique à Balamanas-Tuamas hier matin. Selon les premières informations, le retour soudain du courant électrique alors qu'ils étaient en pleine intervention serait à l'origine de l'accident. L'accident s'est produit aux alentours de 10h30 hier sur un poteau électrique à Balamanas-Tuamas. 2 hommes travaillaient en hauteur au moment des faits. L'un d'eux a été projeté, tandis que l'autre a été partiellement brûlé par le courant électrique. Selon les explications, le courant est revenu brusquement alors que les 2 techniciens étaient toujours en intervention, provoquant ainsi le drame. La victime prestataire de la Jirama est actuellement prise en charge à l'hôpital de Tuamas où elle reçoit des soins. En économie, la réduction des importations de marchandises par Madagascar constitue la première solution pour maîtriser l'arrière. En effet, la baisse de la valeur des devises étrangères par rapport à l'arrière a peu d'impact sur le coût de la vie, selon les précisions de Tinarasam Manana, président du syndicat des industries de Madagascar, lors de la conférence sur la monnaie organisée hier par la Banque centrale. Reportage. Madagascar est un pays riche, disposant de producteurs et de transformateurs capables de valoriser les ressources locales afin de limiter les importations en provenance de l'étranger.
Il revient toutefois à l'État de mettre en place toutes les conditions permettant aux agriculteurs, aux producteurs et aux entrepreneurs malagasy de développer la production nationale. Cela inclut notamment la construction de routes et la production d'électricité. Si les importations sont maîtrisées, la hausse du coût de la vie et la stabilité de la monnaie face aux devises étrangères pourront également être contrôlées. Toutefois, selon le constat du syndicat des entrepreneurs malagasy, même si l'ARIAR semble se stabiliser, cela ne se reflète pas dans les quotidiens de la population en termes du coût de la vie. Un autre problème majeur dans le secteur de la production à Madagascar reste également l'introduction illégale de certaines marchandises en provenance de l'étranger par certains importateurs, selon toujours les explications. Et puis le district d'Atsimjan a été choisi pour la phase pilote de l'enregistrement biométrique Isaoutukan. Plus de la moitié de la population ont déjà été inscrits. Yves Chanel. L'enregistrement biométrique a débuté au mois de janvier dernier dans le district d'Antananarivo à Atsimjan. Ce district, composé de 26 communes, a été retenu pour cette phase d'expérimentation. La population a largement répondu à l'appel pour s'inscrire. L'objectif est de doter chaque citoyen d'une identité unique. Cette initiative vise à lutter contre les faux documents, mais aussi à renforcer la transparence des élections et à faciliter l'accès aux services publics, poursuit le maire Rakoutoirsou Rigobert. La clôture de la campagne de sensibilisation liée à cet enregistrement biométrique s'est tenue en début de semaine dans la commune de Bemasouandj-Itosi. Et chaque 1er avril, les blagues et canulars envahissent les réseaux sociaux, les écoles et même les médias. Poissons en papier collé dans le dos, fausses annonces ou encore plaisanteries en tout genre. Le poisson d'avril est une tradition bien ancrée dans de nombreux pays. Mais d'où vient réellement cette coutume? Réponse dans ce reportage. Chaque année, le 1er avril est synonyme de rire et de piège, bon enfant. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Les autorités libanaises ont annoncé tôt aujourd'hui que de nouvelles attaques israéliennes avaient fait 7 morts dans Beyrouth et sa région au moment où Israël dit vouloir occuper une partie du sud Liban une fois la guerre terminée. France 24. Plusieurs zones touchées donc dans la banlieue sud de Beyrouth, notamment le quartier de Jnah. C'est près de la banlieue sud où des voitures ont été visées et plus au sud de la capitale, dans la région de Khaldé, une autre frappe aussi a ciblé un véhicule. Du côté israélien, on en sait un peu plus sur les cibles. L'armée israélienne affirme avoir mené donc ces frappes et dit avoir visé un haut commandant du Hezbollah et un autre cadre de haut rang. Et vous savez, cette escalade, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme clairement qu'Israël compte bien occuper une partie du sud Liban et y maintenir une zone tampon jusqu'au fleuve Litani après la guerre. Des propos, vous savez, très forts qui ont immédiatement provoqué une réaction ici à Beyrouth. Les autorités dénoncent une escalade. Ces autorités parlent aussi désormais d'une volonté israélienne d'imposer une nouvelle occupation du territoire libanais. Et vous savez, sur le terrain, ces dernières heures, on voit cette stratégie se traduire concrètement. Les frappes se poursuivent dans tout le sud du Liban avec des raids aériens, des tirs d'artillerie, mais aussi des frappes de drones, notamment dans la région de Tyr et de Nabatillé, et aussi bien sûr dans la zone frontalière. Et cette pression, elle dépasse aujourd'hui le seul sud Liban. Dans la Beka Ouest aussi, des frappes ont visé notamment la région de Majrara. Et c'est stratégique, vous savez, parce que la Beka Ouest fait le lien entre le sud du Liban et l'intérieur du pays. C'est un axe clé pour les déplacements et les lignes d'approvisionnement du Hezbollah. Le Hezbollah qui lui poursuit ses attaques contre le nord d'Israël. Il affirme avoir tiré des roquettes sur plusieurs positions militaires israéliennes, y compris des bases stratégiques et aussi des attaques de drones contre des soldats israéliens dans la zone frontalière.
Et ce matin, plusieurs frappes ont touché différents quartiers de Téhéran, dont celui de l'ancienne ambassade américaine. Fermée depuis 47 ans, le site surnommé Nid d'espions et transformé en musée aurait été directement visé. Il s'agit sans doute d'une frappe israélienne, les États-Unis intervenant de moins en moins dans les frappes en Iran. France 24. La sidérurgie d'Ispahan qui avait été déjà frappée, une autre sidérurgie à Brugen, une station de météorologie, et ce matin, depuis 2 heures, plusieurs frappes dans différents quartiers de Téhéran et en particulier, et alors on ne comprend pas pourquoi, l'ancienne ambassade américaine à Téhéran dans le centre de la capitale a également été visée par une frappe, donc l'ambassade qui est fermée depuis maintenant 47 ans, et donc une frappe directe contre l'enceinte de l'ambassade, transformée en nid d'espions, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire avec un petit musée qu'on peut visiter, les différentes salles, donc par exemple pour la destruction des papiers, des documents, et donc il y a eu une frappe peut-être israélienne sans doute parce que les Américains interviennent de moins en moins donc dans les frappes contre l'Iran, sans doute une frappe israélienne contre l'ancienne ambassade américaine à Téhéran, une frappe symbolique sans doute, mais on ne connaît pas bien la raison. Il y a là aussi un petit siège de la milice islamique à l'intérieur de l'enceinte de ce complexe qui se trouve dans le centre de la capitale iranienne. De son côté, l'Iran a lancé une série d'attaques importantes contre des différentes bases américaines dans la région, donc des frappes particulièrement dures à Bahreïn, Koweït, mais aussi aux Émirats arabes unis. On vient de l'entendre, Siavosh, Donald Trump donne des échéances pour la fin de la guerre. De son côté, l'Iran maintient une ligne toujours aussi ferme. Pas de négociation avec Washington. Absolument, ça a été de nouveau répété ce matin par le ministre iranien des Affaires étrangères. Pas de cessez-le-feu, pas de négociation, aucune négociation n'a été menée jusqu'à maintenant, contrairement à ce qu'affirment les Américains. Il a affirmé que l'Iran allait jusqu'au bout pour se défendre et imposer ses conditions. Le détroit d'Ormuz qui est toujours aux mains de l'Iran et le restera parce qu'il y a une loi qui est en préparation et qui va être votée la semaine prochaine, donc pour déterminer le nouveau régime du détroit d'Ormuz. Et puis ce matin, pour bien montrer la détermination de l'Iran, il y a eu une attaque coordonnée entre l'Iran qui a lancé des missiles, entre l'Iran, le Hezbollah et les Houthis au Yémen, une attaque coordonnée il y a moins d'1 heure contre Israël, donc une attaque qui est venue à la fois de l'Iran, du Yémen, mais aussi du Hezbollah du Liban, donc une manière de dire que désormais c'est l'Iran qui détermine le régime de la région et que les Américains et les autres pays de la région doivent s'y habituer. Pour terminer, la France a dit s'étonner des reproches de Donald Trump, qui l'a accusé de se montrer très peu coopérative dans la guerre contre l'Iran en interdisant le survol de son territoire par des avions à destination d'Israël chargés d'équipements militaires. France 24. Fer de lance des anti-guerres en Europe, c'est désormais la France qui agace Donald Trump. Sur son réseau social, le locataire de la Maison-Blanche accuse. La France n'a pas autorisé les avions à destination d'Israël chargés de matériel militaire à survoler son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative face au boucher d'Iran qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Des reproches dont on dit s'étonner à Paris. L'Élysée l'assure, la France n'a pas changé de position dans ce domaine. À savoir qu'elle n'autorise pas des avions utilisés à des fins militaires à entrer dans son espace aérien pour ensuite rejoindre Israël. Alors, Donald Trump cherche-t-il à créer des tensions artificielles avec les Européens qu'il méprise publiquement? Une chose est sûre, cette nouvelle passe d'armes confirme le fossé chaque jour plus grand entre les États-Unis et le vieux continent. Autre exemple, avec le Royaume-Uni, sévèrement critiqué par le président américain pour son refus de participer à l'offensive américano-israélienne en Iran. Agacé, il l'assure, les États-Unis ne seront plus là pour aider les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz. Vous allez devoir commencer à apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous.
L'Iran a pour ainsi dire été décimé. Le plus difficile est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Intéressant de noter en revanche que le président américain n'a pas un mot pour l'Italie de son ami Giorgia Meloni. Sur place, la presse révèle pourtant ce mardi que Rome a récemment refusé d'autoriser des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient à atterrir sur sa base de Sigonella, située en Sicile. Une différence claire de traitement, et pour cause, pour Donald Trump, il y a les bons et les mauvais Européens. Et mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.